Christina Deschamps est enseignante à la Faculté des sciences sociales et humaines de l'Université nouvelle de Lisbonne depuis 2001 et chercheuse rattachée au Centre de linguistique de cette même université. Dans le cadre de ses recherches, elle s'intéresse particulièrement à la lexicographie, la lexicologie et la terminologie, à l'enseignement et l'apprentissage du français langue étrangère, et notamment du français de spécialité ou sur objectifs spécifiques avec une mention particulière pour le français juridique. Elle s'intéresse aussi à la traduction spécialisée. En 2013, elle a soutenu une thèse de doctorat en linguistique, spécialisation lexicologie, lexicographie, terminologie, intitulée « Les collocations dans la langue juridique française, problématique de l'enseignement-apprentissage à des apprenants lusophones ». Et aujourd'hui, donc sa présentation s'intitule « L'avènement de l'intelligence artificielle générative, une opportunité pour le renforcement de l'enseignement de la terminologie ?» Point d'interrogation. Et je vous laisse la parole pour 20 minutes. Juste tester, oui, ça fonctionne. Donc, avant tout, merci beaucoup pour Non, ça ne fonctionne pas. Il faut. Je vais essayer de pousser un petit peu. Comme ça va. Je vais essayer de ne pas trop bouger pour que le son soit parfait. Donc, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition de communication. Je sais qu'on a pris un peu de retard. Je voudrais juste savoir combien de temps. J'ai 15 minutes, 20 minutes par là. C'était 20 minutes. Mais bon, je vais essayer de faire rapide. Si vous voyez que je prends trop de temps, arrêtez-moi, il n'y a aucun problème. Donc ici, ma proposition, c'était donc de penser un petit peu, de réfléchir sur la question de l'intelligence artificielle générative dans le cadre des cours de traduction, car je suis aussi enseignante de traduction à l'Université nouvelle de Lisbonne, et voir un petit peu les liens qui sont possibles, de faire les ponts avec l'enseignement de la terminologie. Sachant que tout ce qui va être dit ici peut aussi avoir une certaine implication des ponts peuvent être aussi établis avec l'enseignement du français langue étrangère. Donc l'hypothèse ici que je vais présenter, mais je n'ai pas vraiment en fait de réponse, j'espère que ce colloque va pouvoir apporter plus d'informations, plus de réponses à cette question. Donc là, j'ai un peu la responsabilité de commencer en espérant que la réflexion, si ce soit un point de départ pour une réflexion plus ample. Alors l'opportunité, l'idée, c'est que l'IAG, donc intelligence artificielle générative, soit une opportunité pour intégrer de façon beaucoup plus systématique l'enseignement de la terminologie, notamment dans le cadre de la formation en fait en traduction. Ici, le contexte rapidement, donc comme je l'ai dit et comme on l'a dit, j'enseigne la traduction à l'Université nouvelle de Lisbonne, l'enseignement de la traduction spécialisée. J'aborde plusieurs domaines de spécialité. Les langues de travail sont le français et le portugais. Et ce que je fais depuis relativement pas mal de temps, c'est que je garde toutes les productions des étudiants. Donc là, j'ai déjà un petit corpus déjà assez conséquent qui me permet après de réfléchir, de voir un petit peu ce que les étudiants font, ne font pas. Et ici, la réflexion va surtout se baser sur les productions d'étudiants. Donc ce sont des traductions, des révisions de traductions depuis fin 2022 qui correspond en fait à l'avènement de l'intelligence artificielle générative. Oups. Alors, les premiers constats, ça, c'est pas une nouveauté. Ceux qui enseignent le savent déjà, c'est qu'on a des étudiants qui ont une confiance aveugle dans tout ce qui est outils de traduction automatique et maintenant l'IAG. Et ce qu'on remarque, mais ça c'est normal par rapport en fait aux dates, c'est qu'il y a une absence en fait de réflexion ou de référence à la problématique de l'IAG dans les principaux référentiels pour la traduction. Or, on se rend compte que l'IAG, pour la traduction spécialisée, est encore une source en fait d'erreurs terminologiques. Donc, contrairement à la traduction générale des sciences sociales et humaines, là, on a déjà de bonnes performances, de très bonnes performances parfois. Pour la traduction spécialisée, il y a encore pas mal de problèmes. Donc là, quelques types d'erreurs qui ont été relevées sur la base des traductions en fait, que j'ai analysées des étudiants. Donc il y a des généralisations de concepts, des glissements de sens,
la non-traduction de certains termes ou alors on va emprunter à d'autres langues. Par exemple, on voit le terme en anglais alors qu'on travaille sur le français et le portugais. L'inadéquation terminologique au niveau de la spécialisation du discours. Donc, on ne va pas utiliser le terme très spécialisé, mais on va plutôt utiliser une dénomination qu'on va plutôt retrouver dans un discours de semi-vulgarisation. Et finalement, ça c'est une autre chose, la non-reconnaissance des unités terminologiques complexes. Là, c'est un petit test que j'ai après présenté à mes étudiants, à la suite d'une traduction qu'ils ont proposée. Donc un texte relativement très simple, qui pourtant, un extrait très simple, qui était pourtant retiré d'un manuel destiné à de futurs en fait, ingénieurs, architectes. Donc c'est le domaine de l'art, de la construction des arcs notamment. Ce texte a été proposé à différents outils de traduction automatique et puis après les révisions qui ont été faites par 2 étudiants. Donc on se rend compte, malgré l'aide de tous ces outils, il reste encore en fait beaucoup d'erreurs. Donc face à ça, on se rend compte que les étudiants, les traducteurs traduisent plus rapidement, mais il n'y a pas forcément une meilleure qualité des productions qui sont présentées. Donc il y a vraiment tout un travail, en fait, et là je m'occupe, ce qui m'intéresse, c'est surtout la formation des étudiants, c'est de faire un travail, toute une réflexion sur leur formation au niveau en fait, de la révision. Alors là, j'ai commencé un petit peu à penser aux stratégies d'enseignement. Donc comme ça a été dit tout à l'heure, je m'intéresse aussi à la didactique, à toutes les questions en fait, de pédagogie. Et je me suis posé la question, quelles sont les stratégies d'enseignement à adopter pour développer justement cette compétence de révision d'un texte qui a été traduit par d'autres ou par l'intelligence artificielle générative. Donc là, ça rentre un petit peu dans les compétences de traduction qu'on a dans le référentiel EMT, compétences de résolution de problèmes ou compétences stratégiques, méthodologiques. Voilà. Et toute cette réflexion s'inscrit dans le principe, la logique de la recherche-action. Donc, on utilise beaucoup en didactique des langues, donc de réfléchir sur à une problématique, voir quel est le problème, voir quel est le plan d'action qu'on peut mettre en place, faire ça au niveau en fait des cours, et puis après réfléchir sur en fait ce qui s'est passé. Et il s'agit d'un processus cyclique. Donc, la réflexion a commencé, elle continue. Et on espère arriver à un certain moment à quelque chose qui soit relativement en fait, satisfaisant. Donc rapidement, et ça c'est un peu une évidence, c'est que tout ce qui était les activités de traduction dans nos unités d'enseignement ont dû passer très rapidement plutôt à des activités de révision de textes. Donc on va centrer le problème plutôt sur la révision et accompagner surtout, et c'est ça qui est important, sur la réflexion critique et systématique des traductions en fait, qui sont produites et sur les corrections apportées. Donc là, on entre un peu en termes de méthodologie d'enseignement dans l'approche par problème, l'approche par tâche et plutôt par projet. Et je vais expliquer en quoi ça va consister. Donc là, c'est quelques exemples. Je vais peut-être passer rapidement pour ne pas perdre trop de temps. On travaille beaucoup en fait sur Google Docs, donc c'est des documents mis en partage. Les étudiants traduisent en fait sur le même document et ça me permet en fait après de garder évidemment toutes ces productions. Donc au départ, les étudiants traduisaient une partie d'un texte, puis on corrigeait. Ici maintenant, je leur propose tout de suite des traductions, soit qui ont été faites par d'autres collègues les années précédentes, ou alors des produits de l'intelligence artificielle générative, et ils sont amenés à corriger. Donc 3 propositions de traduction et on est amené à se prononcer là-dessus. Ou alors une partie du cours, on traduit, l'autre partie, on révise parce qu'il a été fait par d'autres. Et comme vous le voyez ici dans ces exemples, il y a des codes couleurs qui sont en fait utilisés et tout ce qui est en fait en vert correspond à des problèmes terminologiques. On s'est posé en fait un petit peu la question, tous ces commentaires qui sont faits, qui sont très intéressants, qui permettent d'avancer, qui permettent de développer l'esprit critique, que c'était une bonne initiative de pouvoir compiler en fait toute cette réflexion sous la forme de fiches pédagogiques qui sont après intégrées dans un glossaire terminologique collaboratif que l'on fait sur la plateforme Moodle tout simplement avec la fonction glossaire que certains peut-être connaissent déjà. L'avantage, c'est que le glossaire est disponible pour tous les étudiants, donc tout le monde peut le consulter, et ce glossaire passe d'un groupe d'étudiants à un autre. Donc d'année en année, il a tendance en fait à s'enrichir.
Donc là, on fait vraiment un travail terminologique, on fait une fiche, comme on doit en fait la faire. Donc ils sont un peu apprentis terminologues. Ils sont aussi amenés à enrichir ou même à créer des petits corpus pour trouver en fait des exemples pour enrichir les fiches. Dans certains cas très spécifiques, ils font des arbres conceptuels qui servent d'illustration dans les fiches, et ainsi de suite. Donc ils sont vraiment amenés à faire de la gestion de données terminologiques et conceptuelles. Alors c'est quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs années, c'est pas nouveau, j'ai pas attendu l'intelligence artificielle pour le faire. Mais j'ai senti en fait le besoin de renforcer vraiment ce type d'activité avec les étudiants, et les étudiants le redemandent. Donc bizarrement, ce qui est de la traduction, ils ne se sentent plus vraiment très intéressés, mais par rapport aux fiches, ils les font. Donc là, c'est un exemple de fiche qui a été créé. Ça, c'est un autre exemple. Donc si vous avez remarqué, j'ai été très vite, mais ça correspond à des problèmes qui ont été détectés dans les traductions et dans les révisions. Donc on reprend ces problèmes et on en fait des fiches. Et là, je vais peut-être m'arrêter ici parce que c'est peut-être un exemple un peu plus intéressant, dans le sens où ce n'est pas une bonne fiche. Il y a des problèmes, donc ces fiches, ils les font sur la base du travail qu'ils ont fait en traduction et en révision, et puis elles sont reprises, moi je les revois ces fiches, et ils sont amenés à les corriger à nouveau. Donc c'est un espèce de va-et-vient entre eux et moi. Et dans ce cas-ci, l'étudiante avait choisi 2 définitions. Donc ça, il m'avait demandé il y a déjà quelques années à mettre une définition en langue cible. C'était pas, au départ, je ne leur avais pas demandé ça. Mais là, on voit tout de suite qu'ils ont choisi 2 définitions qui ne correspondent pas. Et donc la proposition de traduction n'était pas correcte parce que les 2 concepts ici ne sont pas identiques entre chœur et chapelle, grande chapelle, en fait, si je traduis directement en français. Et là, on a eu le besoin de revoir la fiche, de comparer en fait, par le biais d'illustrations, en remarquant que ici les concepts ne sont pas les mêmes. C'est 2 espaces voisins dans une église, mais ce n'est pas la même chose. Donc là, il y a vraiment tout un travail en fait, de réflexion. Donc ce glossaire, en plus des activités en fait, de traduction et de révision, finit par être un projet en fait, très pédagogique. Alors là, je vais peut-être aller un peu plus vite pour ne pas trop perdre de temps. C'est aussi un projet terminographique. Et là, ça rejoint en fait une idée qu'avait énoncée Galisson dans les années 80 de l'autre siècle, d'autodictionnaire personnalisé, dans le sens qu'ici, ce n'est pas un autodictionnaire, c'est plutôt un hétérodictionnaire, dans le sens où il est construit par toute la classe et par plusieurs en fait, personnes, au niveau, en fait, dans un esprit en fait, collaboratif. Et ça peut être collaboratif parce qu'on utilise des outils numériques qui sont très simples. Donc la fonction glossaire sur Moodle est quelque chose de très simple, de très facile à utiliser, mais qui permet, et ça je dois quand même insister là-dessus, à exporter en fait les données en format XML. Donc ça peut amener à d'autres projets un peu plus professionnels, je vais dire. Là, le fait de le faire en numérique est tout à fait en fait essentiel. C'est aussi un projet de médiation dans le sens tel qu'il est présenté dans le volume complémentaire du cadre européen commun de référence. Donc on fait ici de la médiation de texte, de la médiation de concept et de la médiation de la communication. Et le dernier point, c'est un projet stratégique. Donc là, on développe cette compétence stratégique qui est transversale, que l'on retrouve dans le cadre, mais que l'on retrouve aussi dans les principaux référentiels pour la formation en traduction. Donc, en résumé, ce glossaire, qui est finalement du travail terminologique, c'est un projet pédagogique, terminologique, qui se fait sur support numérique, qui est à la fois collectif, mais surtout coopératif. On travaille sur la médiation, on développe toute une série de compétences. Donc là, ce n'est pas seulement au niveau de la traduction, mais aussi on peut adopter ce type de projet dans l'enseignement des langues. Et on peut aussi travailler la compétence interculturelle et stratégique. Voilà. Alors, en termes de conclusion, ce qui m'a paru en fait intéressant, et je pense que c'est ça, du moins les étudiants, en fait, je l'ai vu cette année encore une fois, c'est toute la réflexion critique qui se fait sur la langue. Donc, bien souvent, ils font les traductions très rapidement, même au niveau des révisions, ils ne s'arrêtent pas trop, ils pensent que tout est bien fait dès le départ ou suffisamment bien fait. Mais quand ils sont amenés à faire ces fiches, il y a vraiment le besoin de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'on fait et de penser vraiment critiquement en fait, la langue qu'on utilise. Donc ce glossaire au départ, avant l'IAG, c'était quelque chose de secondaire, maintenant il est devenu primordial. Et ce qu'il faut penser ici, l'objectif, ce n'est pas de faire un ouvrage terminographique de référence, quelque chose de professionnel, ce n'est pas l'objectif,
Ici, c'est vu plutôt comme un moyen justement pour développer cet esprit en fait critique. Donc le processus en fait est beaucoup plus important que le résultat. Alors juste une petite parenthèse rapidement. Donc c'est un projet que je mène déjà depuis plusieurs années, comme je le disais, et l'année passée on a changé de plateforme Moodle, on a acquis une nouvelle version. Donc tout ça a été logé, toutes ces fiches terminologiques, j'en avais plus de 900, étaient logées sur la plateforme Moodle. Et lors du changement de la plateforme, j'ai perdu en fait toutes ces données. Donc, ce qui a été une petite catastrophe au moment parce que toutes les fiches étaient associées aux étudiants et on a effacé tous les anciens étudiants. Donc, mais d'un côté, donc on est en train de recommencer le travail maintenant, mais ce n'est pas un problème parce que justement, ce qui est intéressant, c'est le processus et ça nous a permis ici maintenant de faire quelque chose d'un peu plus en fait, un peu plus professionnel. Donc, sur la base des erreurs des années précédentes, on corrige. Donc vraiment, là, ce sont vraiment les derniers mots. C'est une proposition qui est intéressante pour la formation en traduction, mais je pense aussi pour l'enseignement des langues. Si certains d'entre vous y travaillent, je vous le conseille. Et d'un côté, cet IAG qui est présenté un peu comme un espèce de danger pour la traduction, notamment, et pour d'autres choses aussi, il faut plutôt voir les choses sous une autre perspective et plutôt comme une opportunité et de faire un travail qui peut-être ne se faisait pas encore de façon très systématique. Et là, j'ai repris en fait un commentaire d'une étudiante, ça c'était de l'an dernier, qui était en train de faire sa fiche, qui consultait, ils peuvent reprendre les définitions d'autres ouvrages en fait lexicographiques, terminographiques. Et elle m'a dit comme ça, écoutez, ce que j'ai trouvé comme définition, c'est pas satisfaisant. Est-ce que je peux créer ma propre définition? J'ai dit oui. Et là, je pense que j'ai gagné le salaire de la journée parce qu'il y a une pièce qui est tombée. Et là, je suis parvenue à déclencher quelque chose chez cette étudiante, du moins en particulier. Et voilà, merci beaucoup. J'espère ne pas avoir été trop rapide, mais vu le temps, je pense que c'était l'essentiel. Merci beaucoup pour le respect du timing et ça nous laisse un petit peu de temps pour des questions. Donc oui, allez-y. Alors, ce sont des étudiants, je ne l'ai pas dit en effet tout à l'heure, ce sont des étudiants en licence en traduction. Ils sont en L2, parfois en L3. Et le niveau en fait de français, donc le portugais, leur langue, on va dire maternelle, la langue de scolarisation. Et le niveau de français, en fait, je ne l'ai pas dit, mais il peut être assez différent. Donc ça va du A2 jusqu'au C1. Donc bizarrement, c'est comme ça. Donc c'est très difficile de travailler la traduction avec des personnes qui n'ont pas forcément un très bon niveau en français. Ici, ils traduisent vers la langue maternelle. Donc d'où en fait l'attrait des étudiants à utiliser les outils de traduction automatique. Et donc ils pensent que là, s'ils n'ont pas un très bon niveau de français, les outils vont résoudre en fait ce problème. Mais cette question en fait de glossaire est intéressante parce que ça permet justement de mettre tout le monde sur le même niveau et comme c'est collaboratif, ils travaillent en fait ensemble. J'espère avoir répondu à votre question. En fait, ils l'utilisent. Donc moi, je leur impose rien. Je leur ai posé la question pour voir quel était l'outil qu'ils utilisaient le plus. Ils m'ont dit que c'était DeepL, parce que normalement, c'est celui qui est le plus répandu et celui qui a la meilleure réputation, si je peux dire. Mais je sais qu'eux, ils utilisent Reverso, ils utilisent Google, donc d'où l'expérience que j'ai présentée. Oui, DeepL est mieux. Et ça dépend un peu le type de texte que vous avez en fait devant vous. Donc l'idée, c'est vraiment avoir ce regard critique par rapport à ce qui est produit par la machine. Et rentrer dans cette dynamique qui n'est pas simple. Et pour avoir ce regard critique, il faut aussi avoir un bon niveau de français. Donc d'un côté, ils se rendent compte que même s'il n'y a pas forcément une exigence de l'université à avoir un très bon niveau de français, parce qu'ils peuvent suivre ce cours à partir du niveau A2, B1, là, ils voient que finalement, et c'est le travail qu'ils vont faire dans le futur. Donc, ils vont surtout travailler au niveau de la post-édition. Donc, ils ne vont plus vraiment faire de traduction. Donc, s'ils n'ont pas un très bon niveau dans la langue, au niveau de la compréhension, il va y avoir des problèmes parce que l'agence de traduction va leur demander des textes parfaits, ou presque.
Et là, ils sont encore très loin en fait du compte. Je pense que les micros sont en fonction, peut-être si. Ah non, ça ne Non, marche pas. celui-là. Ah non, non, pas du tout. Est-ce qu'ils font... Ah, en fait, ils se servent de ces outils, merci. Ils se servent de ces outils comme des outils de traduction automatique, c'est-à-dire ils ne font pas un usage d'extraction terminologique dans ChatGPT, par exemple. Non, 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 non. En fait, les cours, juste pour en fait, contextualiser, ils sont dans une salle informatique avec les ordinateurs. Et l'idée, enfin, c'est chaque fois en fait, des espèces de simulations. Aujourd'hui, on a reçu un texte, on va le corriger. On a reçu plusieurs traductions et vous allez réviser ce texte, vous avez autant de temps et vous utilisez tous ces outils. Il faut savoir qu'ils ont des cours à côté. Donc ici, c'est vraiment de la pratique de la traduction, enfin, plutôt de la révision. Mais ils ont des cours où on leur enseigne, enfin, on leur apprend à utiliser justement ces outils. Donc moi, je ne répète pas, donc je ne travaille pas sur les prompts. Donc je pars du principe qu'ils dominent en fait ces outils. Et ce qu'on fait dans mes cours, c'est vraiment du travail pratique. Donc, ils sont en salle informatique, ils reçoivent le texte, ils doivent le réviser, et puis après, on en discute. Alors, il est clair, je suis tout à fait d'accord avec vous, Google Translate, c'est pas ChatGPT. D'ailleurs, derrière, la machine qui est derrière est différente et fonctionne de façon très différente. Même entre DeepL et Google Translate, tout l'aspect technique est complètement en fait, différent. Mais l'idée aussi, c'est de leur montrer que ce qu'il y a derrière, et on le disait en fait ce matin, ce qu'il y a derrière ces machines, ce qui nourrit en fait ces machines, c'est pas toujours en fait de bonnes en fait sources et qu'on a besoin d'eux pour avoir un regard critique sur ce qui est en fait proposé. Et quel que soit en fait l'outil, comme on le voit ici, c'est juste une expérience comme ça très rapide. Aucun des produits, donc là, ChatGPT, on a juste demandé de traduire le texte, aucun des produits ici proposés n'est parfait. Et même avec la révision de 2 autres étudiants, on garde encore un certain nombre en fait, d'erreurs. Et le texte est très simple, syntaxiquement, plus simple que ça, on ne fait pas. Il y a juste quelques petits problèmes terminologiques, sans plus. Merci. Merci beaucoup pour ces questions qui ont permis d'approfondir le propos vraiment intéressant, très intéressant. Christine Adechamps, merci beaucoup. Merci. Nous allons passer maintenant à une intervention à distance. Voilà, il s'agit de Mariangela Albano, qui est maîtresse de conférences en linguistique française et didactique du français et langue étrangère à l'université de Cagliari, en Italie. Son travail de recherche se caractérise premièrement par la diversification des modes d'approche de la phraséologie et de la métaphore, deuxièmement par le recours aux théories cognitives contemporaines et aux grammaires de construction afin d'étudier les pratiques d'enseignement des langues et du français, et troisièmement par l'étude de l'appropriation des expressions figées et défigées du français par des apprenants italophones, germanophones, hispanophones et ou turcophones adultes. Mariangela a ainsi combiné le recours aux théories sémantico-cognitives dans le champ des pratiques de traduction et d'enseignement à l'analyse des langues de spécialité et des discours littéraires, scientifiques et publicitaires. Sa dernière publication, qui est parue en 2024, est intitulée « Phraséologie et phraséodidactique du français et des langues », a été publiée chez l'Harmattan, donc en 2024. Et aujourd'hui, Mariangela va nous parler de
La didactique des néologismes terminologiques concernant la bioconstruction en FLE, métaphores, grammaire de construction et ressources numériques. Je vous laisse la parole, Marie-Angela. Et merci. Et alors, donc, mais je n'ai pas d'autorisation. Voilà. Donc, à partager mon écran, c'est ça. Ah, c'est juste. Voilà. Normalement, c'est fait. Voilà, donc là, ça devrait fonctionner. Pas encore. Pas encore, désolée. Non, ça marche pas. Alors, ah oui. Ah non, non, voilà. Bonjour. Voilà. Ah ben voilà, vous avez Alors, Non, sauf qu'il faut partager juste le document diaporama parce que là, vous partagez votre écran. oui, je partage mon écran, désolée. Oui, Alors, c'est juste que c'est moins lisible en fait. Mais effectivement, alors, normalement, c'est. Je cherche la fenêtre. Désolée pour oui, le pas de temps. souci. Et alors, vous arrivez à le voir? Voilà, c'est très bien. Il Oui. reste juste à le mettre en mode diaporama. Voilà, c'est parfait. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier chaleureusement Valérie Delavigne et Yana Alpanova pour m'avoir donné la possibilité de participer en ligne. Et je tiens à m'excuser également pour ne pas être avec vous à Paris. Voilà. Bon, ma communication porte sur l'enseignement des néologismes terminologiques et notamment phraséologiques et à les apprenants adultes FLE. Et donc, quand on parle de néologisme phraséologique, et ce sont des expressions donc, jouant sur une combinatoire particulière et qui n'est pas compositionnelle normalement. Voilà. La question des néologismes également donc, est strictement liée à renvoie à une interrogation sur plusieurs procédés, on peut dire, les constructionnements, notamment l'agglutination analogie, l'agglutination qui représente la force qui poursuit le mot assez soudé à une unité inanalysable, et l'analogie comme procédé et qui s'exerce, on peut dire, en faveur de la régularité, étant en effet les procédés de formation de flexion. Voilà. Bon, les hypothèses des Saussure et après des Bailly, donc sur l'analogie, se rapprochent aujourd'hui des recherches sur l'analogie en linguistique et psychologie cognitive, parce qu'aujourd'hui, l'analogie est considérée comme le processus au cœur de la cognition humaine, car elle permet d'identifier des structures relationnelles similaires dans des contextes différents pour transférer l'information d'un contexte à l'autre. Bon, la fonction qui nous intéressera aujourd'hui en premier lieu, donc, qui concerne l'analogie, est donc, la fonction et dire la fonction qui vise à accroître la systématicité des langues en régularisant les paradigmes. Cela signifie que les procédés néologiques, comme nous pouvons le voir dans les tableaux, se servent de la disponibilité mentale d'une structure phraséologique, ou pour mieux dire, un schéma privilégié de construction. Vous voyez que les terminologies concernant, on peut dire, donc la bioconstruction, mais aussi donc, la durabilité, donc, se servent donc, toujours des structures répétitives. Voilà. Donc, on peut les appeler donc, comme bien sûr de chemin privilégié des constructions. Et donc, le concept de construction, bien sûr, renvoie à une conception de la langue qui est bottom-up, c'est-à-dire qui va démarrer par l'emploi du langage pour en arriver à ces règles. Et bien sûr, dès l'enfance, l'être humain organise sa grammaire et son lexique grâce à des procédés de pattern finding, c'est-à-dire qu'il devient capable, petit à petit, de catégoriser ses connaissances langagères en schémas qui peuvent être réemployés, voilà, réemployés pour construire d'autres phrases. Voilà. L'idée principale est bien sûr que les phraséologismes se développent de l'apparition de premières constructions linguistiques sur la base d'une réflexion qui est sémantique. Voilà.
Bon, la deuxième fonction qui concerne, donc, et que nous avons signalé avant, donc, et ça concerne la catégorisation. C'est la fonction catégorielle de l'analogie. Et surtout, donc, c'est pour mettre en évidence la motivation sémantique qui émerge dans les terminologismes sélectionnés. Et il s'agit surtout, donc, cette fonction permet de construire de ponts conceptuels inédits entre deux domaines conceptuels différents. C'est une interaction qui a été bien approfondie par la linguistique cognitive et qui les théoriciens l'ont définie métaphore conceptuelle. Il s'agit bien sûr d'une projection entre deux domaines, donc un domaine source et un domaine cible qui produit un ensemble de connexions qu'on appelle mapping. Comme nous pouvons l'observer, les métaphores conceptuelles concernant les terminologismes sont nombreuses. Et normalement, donc, il y a par exemple, je cite Michaela Rossi pour donc, par exemple, les métaphores qui concernent le vent est une personne qui est à la base de plusieurs expressions concernant le réseau terminologique du vent. Et également, l'argent est un liquide qui est l'origine d'un bon nombre également des dénominations techniques dans les langages économiques et financiers. Par exemple, l'argent est congelé, l'argent s'évapore. Bon, en ce qui concerne donc mon domaine actuel de recherche, donc la durabilité, et par exemple, il y a des métaphores comme la pollution est un ennemi, ou donc qui montrent la métaphore militaire, renvoyant à une conceptualisation de ce type. Par exemple, les actions pour freiner la propagation de la pollution deviennent des stratégies de guerre. Les experts sont des soldats, les systèmes écologiques et l'allié. Et bien sûr, ce sémantisme belliqueux apparaît par des séquences comme sûreté biologique, neutralité en matière des gaz, ou encore théorie de l'effondrement. Il y a encore, je vous montre une autre métaphore qui donne lieu à plusieurs terminologismes comme bioréhabilitation, vulnérabilité au climat, et ainsi de suite. Je passe au corpus parce que je cherche donc à faire vite et à être rapide. Bon, le corpus examiné a été créé dans le cadre du projet Green et c'est un projet que je dirige à l'Université de Cagliari et qui concerne le terme présent au centre du discours du biorégionalisme dans les pays, donc on peut dire francophones de la Méditerranée. Voilà. Et donc, le corpus que j'ai choisi pour cette communication concerne donc, un site internet, l'écotourisme en Corse orientale, et donc également donc un ensemble d'interviews aux acteurs locaux. Et un deuxième site internet, c'est donc le site internet de l'éco-village Sidi Amor dans la proche banlieue de Tunis, en Tunisie bien sûr. Et donc l'étude du corpus oral, c'est-à-dire les interviews aux acteurs locaux. Voilà. Bon, les néologismes phraséologiques que j'ai sélectionnés sont les suivants. Et on a donc bâtiment à énergie positive, bâtiment à énergie négative, bâtiment donc bioclimatique, bouquet énergétique, maison écologique, besoin énergétique. Ce sont des néologismes qui concernent surtout la bioconstruction, mais aussi les jardinages, par exemple, la permaculture et tout ça. Donc, donc ce qu'il faut donc mettre en évidence, et ce qu'il faut mettre en évidence, et que donc il y a normalement donc, plusieurs approches en ce qui concerne la phraséodidactique des langues, et je tiens donc à mettre en évidence l'approche de Mali et concernant un travail réflexif sur les associations conceptuelles qui se dégagent à partir du processus d'identification des expressions donc figées, on peut les appeler également comme ça, et également les approches didactiques en contexte anglophone et germanophone, et en contexte francophone, donc je me réfère surtout à Madame González-Rey et à Madame Kavala. Bon, et la didactisation qu'on a et que je vais mettre en évidence, ça concerne l'année dernière et ça concerne la première année de master en langue et littératures étrangères et en traduction à l'Université de Cagliari. Il s'agit de une vingtaine d'étudiants italophones adultes qui ont un niveau B2C1 et donc les expressions concernent la bioconstruction.
Bon, la méthodologie qu'on a appliquée concerne surtout, donc, ça concerne l'enseignement explicite des notions de morphologie, lexicologie et sémantique, et également l'enseignement explicite de la lexicologie et la préparation d'une fiche donc phraséologique individuelle. Et c'est qui est important de donc, mettre en évidence, c'est le fait de construire la compétence métalinguistique. C'est surtout une langue étrangère. Donc, le fait que l'apprenant doit garder une distance cognitive avec la langue et l'assumer comme objet des pensées. Bon, je passe également, donc, avec les groupes de l'Université des Cagliari, j'ai introduit, bien sûr, la lexicographie par des ressources en ligne, notamment des dictionnaires, comme le Robert, le Trésor de la langue française, Larousse, et ainsi de suite, mais aussi avec des bases de données comme France Terme. Et pourquoi? Parce qu'ils sont gratuits et en ligne, et donc les étudiants peuvent les consulter partout. Et ils sont également analytiques et déterminés, et ça nous donne la possibilité d'examiner toutes les parties d'un même. Et ils sont riches d'exemples. Voilà. Et donc, j'ai utilisé avec les étudiants également les corpus Lingaling, qui c'est gratuit et qui a été créé par l'Université de Leipzig. C'est les corpus de l'Université de Leipzig qui est gratuit, c'est-à-dire exemple. Et il y a donc plusieurs sections intéressantes, je trouve, par exemple, le corporate et les graphes. Donc, c'est par exemple, je vous montre l'exemple de prendre des photos, par exemple. Ils cherchent photos et ils peuvent avoir donc, le champ donc, sémantique et donc le réseau sémantique donc, concernant le mot photo, par exemple. Et j'ai également pris adopté, on peut dire, c'est un travail qui est sous presse. C'est une base de données qui concerne donc, la durabilité, les phraséologismes concernant la durabilité. C'est une base de données que moi et mes collègues du projet MedGreen, on est en train de publier, voilà. Et donc, les étudiants donc, ont pu également utiliser ces outils, voilà. Bon, pour la structure des unités didactiques, je passe vite, désolée pour la vitesse. Et donc, j'ai demandé aux étudiants de chercher des unités phraséologiques au sein d'un corpus, par exemple les sites internet de Corse, le corpus oral ou les sites internet aussi tunisiens, et de remplir, donc je me connecte à ma collègue également, une fiche que j'appelle phraséologique. Pourquoi? Parce que c'est une fiche terminologique, mais donc, j'ai mélangé les approches de l'école allemande de la phraséodidactique et du projet FRAME en Italie, et également donc, et bien sûr de la terminologie, parce que c'est une fiche terminologique à la base. Et voilà, donc je vous montre des exemples. Je vous montre deux exemples. Là, donc la première, ce sont donc des fiches remplies par des étudiants, voilà, des Master 1. Donc, bioclimatique, ils ont rempli toute la fiche en mettant en évidence le terme vedette, le domaine, la définition, la source de la définition. Donc, ils devaient donc faire un travail individuel à la base, décider le champ des variantes, s'il y a également des variantes non. Le champ des exemples tirés des corpus, par exemple en français, donc ils étaient donc, obligés de, donc, bien sûr, chercher donc, sur un corpus en ligne. Et après, là, vous voyez également, j'ai j'ai donné un travail également donc, en ce qui concernait l'expression langue étrangère, maternelle ou régionale. Donc, c'est les champs de la traduction littérale, de la traduction non littérale et de la traduction en contexte. Voilà. Et pour en ce qui concerne la description de l'expression, le phraséologisme, j'ai demandé aux étudiants de dire, par exemple, le champ de type des phraséologismes, si c'est par exemple une colocation terminologique, une locution par exemple, ou parfois donc, il s'agit également de sigles et tout ça. Et le champ lexical, les transformations possibles au niveau syntaxique, comme ça il travaille également sur donc, les types de construction. Et donc voilà, vous voyez en bas,
Et, et également, donc, expliquer la métaphore cachée, c'est-à-dire, je fais travailler les étudiants sur les métaphores conceptuelles qui sont derrière les terminologismes, qui existent à la base, voilà, qui développent après une série de terminologismes et l'origine, bien sûr, de l'expression. Là, je vous montre un autre exemple, le bâtiment à énergie positive, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Et donc, voilà, je passe vite. Je vous montre également, donc, il y a toujours la description de l'expression et avec la métaphore, et donc, c'est-à-dire que le bâtiment est vu comme une personne, voilà. Et également, en ce qui concerne donc l'intérêt, comme vous pouvez le voir, c'est d'identifier les phraséologismes, de reconnaître les synonymes, traduire avec son contexte et d'écrire l'expression. Voilà. Donc vraiment sur plusieurs niveaux. Et ce qui émerge, et donc la majorité des étudiants ont donc répondu bien, ont bien donc, rempli les fiches phraséologiques et donc, je leur qu'on leur donne. Et il y a plusieurs bénéfices de ce travail, déjà donner aux étudiants la possibilité de détecter toutes les particularités, également les emplois, la traduction, donc surtout, par exemple, s'ils vont étudier d'autres langues, par exemple, ça peut être utile. Pousser les étudiants à réfléchir sur le système linguistique et mettre en évidence les difficultés qu'ils rencontrent en ce qui concerne la traduction, par exemple, l'intégrer à d'autres exercices, mais aussi développer une série de fiches personnelles qui peuvent être utilisées non seulement pour les voilà, mais aussi pour un travail de traduction ou d'unité d'enseignement. Voilà. Bon, pour conclure, et donc, ce qui émerge est un travail individuel, ça donne donc, concernant la fiche phraséologique, ça donne plus d'autonomie parce que les étudiants découvrent l'utilisation des dictionnaires, de corpus, mais aussi des bases de données. Et ils peuvent bien sûr vérifier le sens d'un phraséologisme, un contexte et sans contexte. C'est une expérience pédagogique parce que la fiche fournit des éléments permettant non seulement d'élargir les vocabulaires, mais aussi d'encourager les étudiants à étudier une autre langue. Voilà. Et c'est une expérience culturelle parce qu'il y a des incursions dans les contextes culturels et historiques donc, de la langue étrangère. Surtout parce qu'en ce qui concerne, par exemple, la session et donc l'origine chercher l'étymologie d'une expression, d'un phraséologie, bien sûr, c'est une expérience culturelle parce qu'ils font des incursions donc, dans les contextes historiques donc, qui concernent l'origine du monde. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et désolé pour la vitesse. Voilà. Merci beaucoup pour cette très riche présentation et accessoirement pour un timing extrêmement précis. Je me tourne vers la salle pour voir s'il y a des questions, éventuellement. Ou peut-être pour les personnes qui seraient connectées d'ailleurs. Non, pas de questions? C'était extrêmement précis, hein, et puis vos références à la sémantique cognitive étaient extrêmement bienvenues parce que ça a permis vraiment de contextualiser. Donc il y avait tout, il y avait de la théorie, il y avait de l'expérimentation. Voilà, vous nous laissez pantois parce qu'effectivement tout était extrêmement précis. Merci. Merci. Je suis désolée de ne pas être avec vous. Vraiment. Donc, pour des raisons familiales, c'est compliqué. Voilà. Et donc, oui, j'ai tenté de dire les choses en 15 minutes. C'est long, le travail, ça implique vraiment beaucoup de choses à la base. Hein. C'est un travail qui concerne la sémantique cognitive, mais aussi la terminologie, et après les grammaires de construction que je n'ai pas eu le temps vraiment d'approfondir. Hein. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. En fait, c'est une manière extrêmement concrète d'utiliser la sémantique cognitive justement dans le domaine de la métaphorologie pour une application didactique. Donc, c'est vraiment très intéressant d'utiliser cette base théorique là. Et en tout cas, c'était vraiment extrêmement éclairant. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci. Merci. Et au plaisir de vous croiser en personne sans doute une prochaine fois. Merci.